Dopage et corruption, deux fléaux dans la compétition sportive de haut niveau. C'est ce dont nous allons parler ce soir avec Thomas Kistner. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif pour le quotidien Süddeutsche Zeitung depuis des années et vous avez déjà écrit plusieurs livres sur les scandales du sport, notamment le best-seller sur la FIFA et la mafia. Monsieur Kistner, la morale et le sport de haut niveau, c'est compatible? Non, clairement, ces deux termes s'excluent mutuellement. On peut avoir l'un ou l'autre, mais pas les deux. Le sport de haut niveau, les compétitions internationales relèvent aujourd'hui du spectacle commercial où tous les coups sont permis pour faire tomber les records, pour décrocher les titres, pour remporter la victoire. En plus, le sport génère énormément d'argent et la seule loi qui le gouverne, c'est celle de l'argent. Un très bon exemple, malheureusement, est celui de la Coupe du monde de football au Qatar en 2022. Nous venons de le voir dans le documentaire. Revenons-y un instant. Si le procès de la FIFA à New York prouve qu'il y a eu des pots de vin, ne faudrait-il pas retirer au Qatar l'organisation du tournoi? Mais c'est une possibilité et cette possibilité n'a rien d'irréaliste. Vous voyez, on a tendance un peu à l'oublier, mais la FIFA, elle est partie prenante au procès. La procédure relève du droit américain et plus particulièrement de la législation anti-mafia. Pour l'instant, pour la justice américaine, la FIFA a le statut de victime, mais ça peut basculer à tout moment. Si on prouve que la FIFA n'a pas subi mais aussi commis des actes criminels, elle devra payer des amendes tellement élevées qu'elle ne s'en remettrait pas. Et il faudrait alors recréer une nouvelle organisation du football mondial. Donc la FIFA est obligée de s'en remettre à la justice américaine et si la preuve est faite, preuve certaine, et tous les indices pointent dans ce sens, que le mondial a été acheté par le Qatar, alors la FIFA, qui prétend être victime des faits de corruption, sera obligée de retirer l'organisation au Qatar et payer beaucoup de dommages et intérêts. Des dommages et intérêts de quel montant environ? Alors on a avancé le chiffre de 100 milliards pour les infrastructures qui ont été construites par le Qatar, mais la FIFA serait obligée de payer. Et ce serait la fin de la FIFA finalement? Concrètement, on serait dans le scénario de ce qui s'est passé pour les banques suisses il y a quelques années, qui ont été obligées de payer des amendes prohibitives. Voyez-vous, on ne peut pas mettre une organisation en prison, c'est pas possible. Par contre, on peut la frapper au portefeuille. Alors il paraît que la FIFA a provisionné environ 1,5 milliard de dollars américains. Mais ça ne va pas suffire pour régler des amendes si ces amendes sont beaucoup plus élevées. Et donc, exit la FIFA. En plus, le droit américain stipule, le droit anti-mafia américain stipule qu'une organisation criminelle ne peut pas toucher d'argent de la part de ses sponsors. Donc tout ce qui transite par une banque ou par un compte américain serait bloqué. Les paiements seraient interdits. Du coup, la FIFA perdrait tous ses sponsors, à part les Russes de Gazprom et les Chinois de Wanda. Et ce serait la fin. Et concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire pour le football international et pour la Coupe du Monde 2022? Est-ce qu'elle n'aura pas lieu? Mais non, pas forcément. Ça ne poserait pas un problème insurmontable du point de vue organisationnel. Parce que monter un mondial de foot en 1 an et demi, c'est tout à fait possible. On pourrait organiser ça dans un autre pays. Beaucoup de pays possèdent les infrastructures pour ça. La France et l'Allemagne ont organisé l'Euro de foot. Les États-Unis ont aussi les infrastructures. On leur a préféré le Qatar. Bref, il y a suffisamment de pays où on pourrait organiser un mondial de foot en 1 an et demi. En plus, ça aurait le mérite de rétablir le calendrier footballistique normal. Le mondial du Qatar a été déplacé en hiver, ce qui chamboule tout. Et en plus, sincèrement, ça ferait plaisir aux sponsors. Tout reste possible alors? En effet, tout reste possible. Et la messe n'est pas dite. Les JO d'hiver viennent tout juste de commencer. C'est l'autre grand événement planétaire dans le domaine sportif, c'est en Corée du Sud. Souvent, on émet le reproche que ces grands événements sportifs sont de toute façon instrumentalisés par les politiques. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de politique.
Mais cette fois-ci, en Corée du Sud, il semblerait qu'au contraire, on puisse générer l'espoir qu'il y ait un rapprochement entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Est-ce qu'il n'y a donc pas un aspect positif aussi à ces grands événements sportifs qui se déroulent sur la scène internationale? Non, non, soyons sérieux. Tout ça, ça relève de la pure mise en scène. C'est du show business. Depuis des années, on sait que les JO vont se tenir à Pyeongchang. C'est à 90 km de la frontière nord-coréenne. Alors, ce rapprochement était prévu de longue date. C'était écrit. Alors, l'idée que tout ça, ça s'est fait à la dernière minute, cette idée ne tient pas une seconde, vraiment. Tout ça a été préparé, au contraire, de longue main. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une chance d'un véritable rapprochement entre les deux pays? Oui, un rapprochement peut-être, mais ça n'aura rien à voir avec les JO. D'ailleurs, on a déjà assisté à des choses analogues dans le passé, y compris les deux Corées qui ont déjà défilé ensemble. Vous savez, le sport vise le prix Nobel de la paix avec ce genre d'événement, avec ce genre de rapprochement. Donc c'était l'occasion rêvée pour rapprocher les deux Corées. De toute façon, le Nord ne pouvait pas faire l'impasse, ignorer un événement qui se déroule à ses portes. Ça ne pouvait pas rester sans réponse officielle, ne serait-ce que par rapport à la population nord-coréenne, qui était forcément informés. Donc, en fait, on se situe dans une espèce de mise en scène où le sport n'est qu'un prétexte. Le sport, c'est la scène, c'est le lieu où ça se passe, mais quant à savoir si ça va déboucher sur quelque chose, on verra. Le deuxième grand dossier en Corée du Sud, ou en amont des JO, ça a été bien entendu le dopage, et surtout le dopage institutionnalisé de la Russie lors des Jeux de Sochi. Maintenant, le CIO n'a pas véritablement réussi à s'imposer. Il a tenté de suspendre à vie les dopés de Sochi. Pour le comité russe, ce n'est qu'une suspension de courte durée qui a été prononcée. Selon vous, est-ce que finalement, dans quelques semaines, on aura tout oublié? Non, mais c'est encore mieux que ça, on est déjà dans ce cas de figure. D'ailleurs, je vous corrige, ce n'est pas le CIO qui aurait été désavoué. Au contraire, le CIO a obtenu exactement le résultat qu'il recherchait, c'est-à-dire des sanctions pas trop sévères pour la Russie. Il faut comprendre que le CIO, Vladimir Poutine, les dirigeants sportifs, tout ce monde se connaît bien et la Russie est beaucoup trop influente, elle sait beaucoup trop de choses sur les officiels du sport pour que le CIO puisse se permettre de sévir pour de vrai. D'où le spectacle auquel on assiste maintenant. Le CIO n'a jamais suspendu la Russie. Mais il a essayé au moins d'exclure à vie les dopés. Oui, mais le CIO savait d'emblée que ça n'allait pas marcher parce qu'il y a des règles à respecter. Le CIO aurait pu suspendre le comité olympique russe, d'autres fédérations sportives l'ont fait. Avant les Jeux de Rio, par exemple, ça a marché et le tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire l'organe suprême du sport, a validé cette suspension. Mais le CIO, lui, s'est bien gardé de le faire et en décidant de sanctionner les sportifs, il savait qu'il serait impossible de prouver, en respectant les critères très sévères du TAS, que chacun d'entre eux avait manipulé les échantillons d'urine. Les dés sont pipés finalement. C'est une mascarade. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si l'on voulait rompre avec ce système, si l'on voulait induire une rupture? Quelles seraient les mesures qu'il faudrait engager selon vous? Mais il est tout à fait évident que le sport international est en train d'aller dans le mur. C'est vrai pour le football et le mondial au Qatar. Dans le football, qui est déjà un peu plus avancé dans cette dérive, des procès sont déjà en cours, mais au CIO aussi, des dirigeants ont été mis en examen, des dirigeants venus de tous les continents. Et ça, ce n'est qu'un début. Les JO de Tokyo au Japon ont sans doute été attribués suite à des pots de vin et tous les indices pour l'instant vont dans ce sens. Les Jeux de Rio, pareil, ils ont été achetés, si on en croit les premiers éléments de l'enquête. Alors, tout ça va tellement bouleverser les structures du sport international que l'opinion publique va finir par comprendre. Parce que pour l'instant, on n'y est pas encore. L'opinion publique n'a pas encore compris.
Vous savez, on dit souvent que le sport, c'est une grande famille. Mais c'est bien là que le bas blesse. Là, tout le monde se couvre, tout le monde y gagne. Dans le monde du sport, ce ne sont pas des individus corrompus qui commettent des actes criminels, c'est le système tout entier qui est corrompu. Il faudra donc réformer tout ça, tout remettre à plat et commencer par mettre fin à l'autonomie du sport et mettre en place un contrôle public. Merci Thomas Kissner. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif au quotidien Süddeutsche Zeitung. Merci d'avoir répondu à nos questions. Espérons que l'année sportive 2018 sera épargnée par les scandales. Après les dérives du sport, un autre scandale. Le prochain documentaire revient sur un chapitre douloureux de l'histoire espagnole. Un dossier si sensible que l'Espagne fait tout pour le garder secret. Retour sur les atrocités de la dictature franquiste, c'est tout de suite.